Merci et merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Je m'appelle Stéphane, je suis anglophone à la base, mais on va tenter ça en français ensemble. Bon, je suis très content de pouvoir vous présenter un peu des résultats. C'est pas d'une seule étude, mais des efforts en continu qu'on emmène pour mieux comprendre l'évolution de l'eau de mer au cours du temps géologique à partir de la composition des minéraux oxydes de fer. C'est principalement un effort de compilation et il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ces efforts et je voulais le remercier. Également, j'ai pas inclus, mais il faut que je mette ça à date, les personnels du PSO qui a beaucoup nous aidé lors des dernières 2 années. Donc, pour une session de paléo-océanographie, on va exploser l'aspect paléo et on va aller tout au début de notre archive sédimentaire marin au Précambrien. Qu'est-ce que c'est le Précambrien? C'est effectivement la période entre la création de la Terre et la première apparition des animaux c'était défini comme ça au début, mais au Cambrien, à 541 millions d'années. Et cette période a vu pas mal des événements très importants dans l'évolution du système océan, atmosphère et la biologie, notamment la première apparence dans l'atmosphère de l'oxygène libre. Et voici, on a une reconstruction des concentrations atmosphériques qui sont compatibles avec plusieurs proxys, incompatibles avec certains proxys. Et on constate qu'on a eu une forte augmentation. On ne sait pas à quel point il était bas, mais vers 2,5 milliards d'années, on a eu une augmentation très importante dans le contenu d'oxygène qu'on appelle le Great Oxidation Event. On a eu un deuxième petit coup au néoprotérozoïque où on a atteint plus ou moins les valeurs modernes, mais pendant cette Great Oxidation Event, vers 2,5 milliards d'années, on a atteint à peu près 1% de l'atmosphère, de concentration d'oxygène dans l'atmosphère, mais on considère ça quand même comme le Great Oxidation Event. Et comment on sait quels sont ces proxys? Il y en a plusieurs. Une des plus simples, c'est la stabilité des grains qui sont normalement détruits lors de leur réaction avec oxygène. Voici, on a des grains de pyrite détritique qui datent de 2,7 milliards d'années. Ils sont bien arrondis par leur transport dans un système fluvial qui est effectivement impossible aujourd'hui. Mais peut-être le plus fort évidence, ça vient en forme de fractionnement non dépendant de la masse d'isotopes de soufre qui témoigne d'une atmosphère sans oxygène et sans ozone. Et donc, on pense que cet fractionnement très spécial était poussé par des réactions dans une atmosphère beaucoup plus fortement influencée par les UV. Et cette évolution de l'oxygène dans l'atmosphère a sûrement eu des fortes conséquences pour la composition de l'eau de mer. Et ici, on voit voilà notre double pas en oxygène au cours du temps. Et voilà une fameuse figure qui montre un peu les efforts à reconstruire la concentration des éléments dans l'eau de mer au cours du temps. Mais comment est-ce qu'on calibre ça? Malheureusement, la plupart de ces courbes sont basées sur des modèles de solubilité en équilibre. Donc, c'est assez difficile à calibrer ces concentrations et c'est ça qu'on cherche à faire. Il faut regarder les sédiments anciens marins, bien sûr. On n'a pas autant de lithologie qui va nous permettre de revenir vers la composition de l'eau de mer. Une option, c'est les black shells, c'est des argiles noires. Voilà une compilation de la concentration de molybdène au cours du temps géologique qui montre une petite bosse vers le premier événement d'oxygénation et finalement, après le deuxième événement néoprotérozoïque, on a atteint des concentrations, des enrichissements de molybdène, on peut dire moderne. Le molybdène, il est intéressant parce qu'il est principalement contenu dans les sulfures, contenant des sulfures. Donc, il est mobilisé lors de l'oxydation des sulfures. Donc, cette histoire. Mais les argiles noires ne sont pas nécessairement la meilleure lithologie de certains points de vue. On sait tous que les argiles représentent une moyenne de la croûte continentale. Et donc, pour tracer ces types pour tracer paléoredox, ou d'autres conditions dans la colonne d'eau, il faut des enrichissements qui se fassent en fonction des conditions de la colonne d'eau et dans la sédiment. C'est-à-dire qu'on a des enrichissements variables selon la chimie autour de la déposition de ces argiles. Donc, on peut aller ailleurs, on peut regarder des lithologies qui sont moins sensibles à ces types de changements dans les conditions de colonne d'eau. Et nous, on propose les formations ferrifères rubanées. Voilà, on voit
comment ils sont rubanés. Ce sont des dépôts exclusivement précambriens. Ils sont riches en fer, en silice. Ce sont clairement des sédiments chimiques. Donc, c'est-à-dire ils sont issus, ils ont précipité dans la colonne d'eau. Et effectivement, on retire 95% du fer dans notre automobile, dans le bâtiment, de ces dépôts qui datent principalement de 2,5 milliards d'années. On les trouve sur tous les continents aujourd'hui. Voilà leur abondance au cours du temps. On ne sait pas si ça c'est un artefact de préservation. De plus en plus loin on va dans le temps, de moins en moins on a de roches à examiner. Mais c'est assez clair qu'on a une forte trou dans cette période-là. Pour raison, on peut parler après si ça vous intéresse. Et voilà quelques photos du terrain. Voilà une jolie coupe d'Australie d'Ouest, du 2,6 milliards d'années, Mount Sylvie Formation. Voilà un grand dépôt dans le bassin Hammersley, également Australie du Ouest. On voit la taille ça c'est des gros camions là. On voit qu'ils ont des superficies très vastes. À l'époque, les oxydes de fer précipitaient sur des surfaces très très grandes dans les océans profonds. On peut prendre ce bassin comme exemplaire. Il contient une quantité énorme de fer, une superficie qui fait à peu près 1/5 de la France à l'actuel. Cette grosse superficie est témoin du fait que la fer était beaucoup plus mobile dans des conditions pauvres en oxygène à l'époque. Et il y a ça se débat toujours sur les mécanismes d'oxydation de toute cette fer, et on n'a malheureusement pas le temps de rentrer dedans. Donc maintenant, on va s'interroger comment est-ce qu'on peut utiliser la composition de ces sédiments chimiques autogéniques pour interroger la composition de l'eau de mer d'où ils sont issus. Et notre histoire commence avec les travaux des océanographes modernes. Ça a été montré dans les années 98 qu'on peut trouver un rapport entre le contenu de phosphate dans l'eau de mer à différents sites mondiaux, une relation avec les contenus de phosphore dans des particules issues des dorsales lors des plumes hydrothermales, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est une espèce de coefficient de partage qui fait le lien entre les concentrations d'ESU dans l'eau de mer et le contenu d'éléments X dans les particules qui forment à partir de ça. Et cet aspect prédictif était utilisé dans un papier très intéressant en 2002 par Bjerrum et Canfield pour proposer qu'il y avait une crise de phosphore pour la plupart de l'histoire des océans, effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris cette relation, ils l'ont appliquée, ils ont fait une compilation des concentrations de phosphore par rapport au fer dans les formations ferrifères urbanées précambriens. Et si on fait cette simple extrapolation, on trouve des concentrations de phosphate extrapolées très bas. Et à l'actuel, on est autour de 2,3 micromoles par litre. Donc ça, ils ont proposé que c'était effectivement une crise pour la biologie, comme le phosphore est un nutriment majeur. Bon, on peut se demander, est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces coefficients de partage pour l'océan moderne dans les océans anciens? On peut se demander quel rôle jouait la silice. Comme on a dit, ces formations ferrifères ils sont la moitié oxyde de fer, mais ils sont également moitié silice. Et pourquoi? C'est simplement, il n'existait pas des organismes capables de précipiter la silice, de enlever la silice de l'eau de mer avant le Cambrien. Donc voilà une petite histoire de l'évolution de importance pour la fuite biogénique de silice. Et avant, on était dans un monde inorganique par rapport à la silice. Donc quel est l'effet de cette silice? On a décidé de tester ça en 2007 avec des expériences en laboratoire, où on a fait des expériences de coprécipitation avec des solutions qui simulent l'eau de mer, mais avec différentes concentrations de phosphate et silice. Et voilà les données qu'on a vues de Philly 98. Voilà notre expérience de coprécipitation sans silice. On retrouve plus ou moins une pente comparable à l'état moderne, qui est un bon signe. Mais lorsqu'on commence à monter la silice dans notre l'eau de mer simulée, on trouve que l'efficacité de la partition du phosphore dans les précipités est diminuée. Parce qu'il y a plusieurs effets, mais principalement c'est une compétition. En fait, la silice et le phosphore rentrent en compétition pour les sites d'absorption. Et si on regarde
Donc ces deux cas-là, cette cas-là, le plus riche en silice, représente une océan saturé par rapport à la silice amorphe, qui était probablement le cas. Et on peut voir que si on utilise coefficient de partage plus représentatif du précambrien, on n'a pas besoin d'évoquer une crise du phosphore. Est-ce qu'il y a évidence de cette transition dans le comportement de phosphore, dans l'affinité du phosphore pour les oxydes de fer au cours du temps? Probablement oui. Voilà l'histoire des enrichissements du phosphore dans des formations fer et des particules hydrothermales modernes au cours du temps. Bon, on voit notre valeur diminuer lors du Larchéen et Paléoprotérozoïque. On observe une petite chute ici, une petite pic ici qui était attribuée au événement de glaciation Snowball Earth, où on a plusieurs évidences pour une altération très intense des continents et probablement livraison du phosphate élevé. Mais qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette augmentation-là. On n'a aucune raison de penser que l'eau de mer a augmenté énormément dans son phosphore dans cette période-là. Pour moi, ça représente un lessivage des océans de la silice et l'évolution, le rôle de la biologie dans les puits de silice et en fait ayant atteint notre océan pauvre en silice. On peut regarder d'autres éléments où ces transitions ne sont pas aussi compliquées par cette histoire de changement de silice dans le Phénérozoïque. Voilà l'histoire des enrichissements de nickel dans les formations fer urbanées. En rouge, on a des analyses en solution et les petits croix sont en laser. Et qu'est-ce qu'on constate est une diminution forte dans le rapport de nickel sur fer entre 3 et 2,5 milliards d'années, que dans cette étude, on a attribué à une diminution de la température des éruptions des laves, effectivement une croûte qui devient moins ultramafique et riche en nickel vers la croûte moins riche en nickel qu'on observe aujourd'hui. Et effectivement, on peut observer ça dans effectivement toutes les lithologies et dans la croûte continentale également. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, on peut voir que ces formations fer et fer sont en train de tracer l'évolution de la croûte, mais par une voie l'eau de mer. Et on peut aussi jouer notre petit jeu de déterminer des coefficients de partage. Là, ils ne sont pas aussi jolis à cause on est en train de travailler avec des concentrations beaucoup plus faibles. Et on peut s'amuser à faire des concentrations de nickel extrapolées au cours du temps géologique pour différents contenus de silice, sachant que celle-là est le plus probable. Et voilà, on a la valeur moderne autour de 10 nanomoles par litre aujourd'hui. Pourquoi ça c'est important? Effectivement, à cause du rôle que la nickel joue dans la biologie. Toute molécule de méthane biogénique sur Terre passe par cette enzyme, c'est une métalloenzyme qui contient nickel au cours de son centre réactif. Effectivement, les méthanogènes, si on regarde la fraction que chaque métaux jouent dans leur ensemble de métaux au cours de leur enzyme, c'est-à-dire leur métallome, on voit que les méthanogènes sont uniques dans leurs besoins, dans leur fort besoin de nickel. Et effectivement, leur croissance est fortement dépendante sur la concentration de nickel dans le milieu. Et nous, on est en train de parler, dans cette reconstruction, on a vu, on est dans cette partie de la courbe. Donc, c'est-à-dire que cet changement en nickel qu'on postule pour les océans anciens a probablement joué beaucoup sur le succès des méthanogènes. On peut aussi également penser que cette origine du fort besoin de nickel chez les méthanogènes et archéens en général est peut-être corrélée à leur origine très ancienne dans des océans plus riches en nickel. Maintenant, on va tourner vers quelques d'autres éléments où on peut commencer à s'interroger entre l'histoire de l'abondance dans l'eau de mer et l'acquisition biologique. J'aime bien montrer ce diagramme parce que ça montre que ces métalloenzymes, ils ne sont pas rares, c'est plutôt la règle. On pense que quelque chose comme 30% des enzymes contient un centre réactif de transition en métaux. Et voilà, on voit tous les différents métaux impliqués dans le cycle biologique de l'azote. Et on peut approcher ça de notre perspective aussi. Les métagénomiques
génométiciens ou phylogénéticiens, ils sont assez malins. Ils ont des forts outils et il y a un papier qui était très très intéressant qui est apparu en PNAS en 2010 qui a regardé d'un point de vue génétique l'histoire de l'acquisition de différents métaux au sein des enzymes. Donc, en gros, ils ont essayé de corréler ça avec l'évolution de chimie des océans au cours des temps géologiques. Quelque chose qu'ils ont remarqué, c'est que le zinc ainsi que le cuivre fait partie des acquisitions tardives. Et ils ont proposé que c'était peut-être dû au fait que les océans étaient pauvres en zinc jusqu'à l'oxygénation dans le néoprotérozoïque. Ils avaient bonne raison d'y penser à l'époque. Là, voilà les résultats, voilà les modèles de solubilité d'équilibre dont j'ai parlé dans notre diapo antécédente. Donc, toutes ces courbes sont basées sur cette étude excellente de Max Seto. Et notamment, on peut observer pour le cuivre et le zinc, pour différentes périodes de l'histoire de la Terre, plutôt ferrugineux, plutôt peut-être sulfidique et plutôt oxyde, on peut constater des changements très importants dans le cuivre et le zinc de l'ordre de 10 ordres de magnitude. Et ça c'est une prédiction assez importante et quelque chose qu'on peut tester. Est-ce qu'on observe ce type de changement de 10 ordres de magnitude dans l'eau de mer au cours du temps géologique? Voilà les données des oxydes de fer au cours du temps géologique, et la réponse est effectivement non. On ne observe pas de forts changements dans la concentration de zinc au cours du temps dans les oxydes de fer marins. Et ça c'est assez intéressant. Pour ceux qui s'intéressent vraiment dans cette histoire, on a des raisons pourquoi les modèles étaient probablement fausses. Et donc, Max Seto était l'auteur sur ce papier où on a corrigé l'affaire. Et aussi, on a des idées pourquoi on a cette acquisition tardive du zinc, malgré le fait qu'il était probablement disponible dans des concentrations plus ou moins modernes au cours du temps géologique. On peut en discuter après, si vous voulez. Dans la dernière partie de la présentation, je vais parler des traceurs de redox dans les formations fer et fer. Là, on a un diagramme de l'altération acidique qui accompagne l'oxydation des sulfures sur les continents. Il y a pas mal d'éléments où leur mobilité, leur cycle est dominé par le transport des continents vers les océans en forme oxydisée, comme le molybdène, le soufre, le rhénium, uranium et chrome. Donc, l'uranium est spécialement intéressant. Voilà, on a le réacteur nucléaire naturel à Oklo qui date de 2,3 milliards d'années. Et c'est pensé depuis longtemps que cet âge n'est pas une coïncidence, que c'est grâce aux premières apparences d'oxygène qu'on a pu mobiliser cet uranium pour mettre en place un gisement d'uranium capable de se fusionner. Donc voilà ça c'est très mal rendu. Voilà les concentrations de uranium dans les formations fer et fer au cours du temps géologique. Et effectivement, on observe nos deux événements d'oxygénation très visiblement. Si on normalise par rapport au fer, l'histoire est la même. C'est assez intéressant de faire un petit zoom sur ce premier événement d'oxygénation pour mieux contraindre le timing de mise en place du premier oxygène dans l'atmosphère. Et voilà en termes d'abondance de uranium, et voilà les fractionnements non dépendants de la masse de soufre. Et donc on peut voir au même temps que cette composition isotopique on peut dire anomalistique, diminue, on observe un enrichissement dans les formations fer et fer. Tout colle plus ou moins très bien pour une première apparition de l'oxygène dans l'atmosphère entre 2,5 et 2,4 milliards d'années. Vous verrez que j'ai un autre diagramme ici, ce qui est l'histoire d'enrichissement du chrome par rapport au titane dans les formations fer et fer. Et le chrome, il est spécialement intéressant parce qu'il peut être mobilisé des continents vers l'océan en deux formes. Soit en forme oxydisée, le chrome 6, qui est beaucoup plus soluble que le chrome 3, mais en même temps, on transporte pas mal de chrome 3 dans les rivières aujourd'hui, spécialement quand on descend en pH. Donc, on peut désoudre le chrome 3 à basse pH. Et nous, on observe un enrichissement très fort du chrome
effectivement, toujours aux mêmes périodes de 2,5 milliards d'années. On normalise vers le titane parce que le chrome, je dis qu'il est soluble, il peut être solubilisé, mais il est aussi assez enrichi en tout ce qui est détritique. Donc là, on corrige automatiquement pour des apports détritiques. Maintenant, on peut commencer à réfléchir sur ces deux scénarios de mobilisation oxydative de chrome ou en forme réduite en conditions acidiques. Et ça, c'est grâce aux isotopies de chrome. Ça, c'est pas notre travail, ça, c'est le travail de Fry et collègues qui a publié en 2009 une première regarde sur la composition isotopique du chrome dans les formations ferrifères au cours du temps géologique. Et quand on a l'oxydation du chrome du 3 vers le 6, on enrichit le 6 fortement en isotope lourd. Et lorsqu'on a une réduction partielle de cette chrome 6, on enrichit le résiduel encore vers le lourd. Donc c'est assez prometteur en termes de potentiel de nous donner des signaux assez forts. Et c'est ce type de double enrichissement qu'on peut imaginer à cette période-là, parmi les plus jeunes formations ferrifères qui sont déposées au même temps qu'on a eu le dernier événement d'oxygénation. Mais à cette période-là, voilà, on a le moyen de leur valeur. C'est effectivement une valeur volcanique des roches volcaniques. Donc, est-ce que ça nous permet de distinguer les scénarios de mobilisation du chrome en forme oxydative avec une forte fractionnement ou en forme réduite qui n'implique pas de fractionnement. Donc, dans ces travaux-là où on a comparé l'abondance et l'isotopie, on constate que cette mobilisation du chrome, malgré le fait qu'il est associé aux oxygénations de l'atmosphère, c'est probablement le chrome réduit qui est immobilisé à cause d'une intensification d'altération sur les continents. On était en train de lessiver toutes ces pyrites détritiques des continents. Ils disparaissent dans une période très rapide. Tout d'un coup, on a cumulé les pyrites et tout de suite après, ils se sont tous partis de l'archive sédimentaire. Bon, je vais juste terminer maintenant sur le phénomène qu'on voit de plus en plus des papiers qui cherchent à repousser l'origine de oxygène atmosphérique de plus en plus loin. Donc il y en a eu au moins 3 papiers dans les derniers 12 mois qui constatent évidence de l'oxygénation vers 3 milliards d'années, qui renversent quasiment tout ce qu'on connaît par rapport à cette histoire. Cette étude-là, ils avaient regardé deux différentes lithologies, une péliosol, où je ne peux pas vraiment parler, et une formation ferrifère, qui date d'environ 3 milliards d'années. Et basé sur des données isotopies de chrome, ainsi que des enrichissements en uranium, ils constatent qu'il y avait de l'oxygène libre dans l'atmosphère à cette époque-là. Ben, avec nos efforts de compilation, on est dans une position unique pour tester ça contre l'archive plus globale. Donc, c'est un problème PC Mac. Ça, c'est terrible. Mais voilà les données isotopiques de chrome. Et qu'est-ce qu'on a observé à 3 milliards d'années? Il était là. En termes d'enrichissement de uranium dans les formations ferrifères. Ah oui, ok. Donc, on les voit apparaissent. Voilà. Donc, voilà les données isotopiques du chrome et les nouveaux données censées indiquer oxygène à 3 milliards d'années. Voilà le compile de uranium dans les formations ferrifères et les nouveaux données censées indiquer oxygénation à 3 milliards d'années. Donc, je vous présente ça juste pour emphasiser qu'il faut considérer ces signaux dans la globalité des données qui sont disponibles. Merci beaucoup.